Me revoilà, John Dillinger, toujours l'ennemi public numéro 1. Vous pensiez peut-être que les barreaux de la prison du comté de Montgomery allaient me retenir? Permettez-moi de sourire à cette idée. La dernière fois, je vous ai raconté mes débuts, de ma jeunesse dans l'Indiana jusqu'à mon arrestation, pendant que mes complices préparaient mon évasion. Ce qui va suivre est sans doute la période la plus intense de mon existence, celle qui a fait de moi une légende. Des braquages spectaculaires, des fusillades dignes d'Hollywood, des évasions impossibles et une chasse à l'homme qui a tenu l'Amérique entière en haleine. Entre ma libération fracassante, la formation du gang le plus redoutable que l'Amérique ait connu, et ma relation tumultueuse avec une femme qui allait changer mon destin, cette partie de mon histoire vous montrera pourquoi j'ai fasciné autant que terrifié le pays entier. Ce qui va suivre est l'histoire d'un homme traqué qui a choisi de vivre à 100 à l'heure plutôt que de se rendre. Une course contre la montre où chaque jour pouvait être le dernier. Alors installez-vous confortablement, car ce qui s'est passé après mon évasion de la prison du comté de Montgomery n'a jamais été raconté avec autant de détails. Une fois les armes prêtes, Pierpont et les gars se mirent à peaufiner leur plan. D'après ce que j'ai su plus tard, ils comptaient faire entrer Mary Kinder, qui se faisait passer pour ma sœur. Son rôle, repérer les lieux et étudier l'agencement de la maison du shérif. L'action devait se dérouler le soir même. Pendant ce temps, moi, j'étais assis à la grande table de la salle de jour, au milieu des autres détenus. On jouait au pinocle comme si de rien n'était. À 18h20, j'ai entendu le grondement familier de ma terraplane devant la maison en briques rouges du shérif. Une Chrysler est arrivée juste après. Harry Copeland est resté près des voitures. John Hamilton s'est posté non loin de l'Ohio Theater pour faire le guet. Et Ed Shoes, nerveux comme un lapin pris dans les phares, devait lui aussi rester à l'extérieur. Pierpont, Maclay et Clark sont entrés dans la maison du shérif attenante à la prison. Ils se sont présentés comme des agents d'Indiana venus me transférer à Michigan City. Le shérif Sarber, conscient que l'Indiana et l'Ohio se disputaient ma garde, est resté méfiant et il leur a demandé leurs papiers. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Pris de panique, Pierpont a sorti son automatique 38 et a tiré 2 fois. Une balle a touché Sarber sur le flanc gauche. Il est tombé à la renverse. Il a tenté de se relever, mais Maclay l'a violemment frappé à la tête avec la crosse de son arme. Le coup si fort qu'il a touché l'os et a déclenché un tir accidentel. Dans la salle de jour, on avait entendu des coups de feu, et l'un des hommes attablés avait alors plaisanté en affirmant que mon gang venait me chercher. Je n'ai rien dit. Je suis retourné calmement à ma cellule, j'ai pris ma veste, et je suis revenu m'asseoir. Quand Pierpont est arrivé avec les clés, il a ouvert la porte du bloc cellulaire. Je me suis levé, et j'ai marché vers la sortie. En traversant la pièce, j'ai vu le shérif étendu au sol, le visage défait, en état de choc. Je me suis agenouillé près de lui. Il souffrait. Puis je me suis relevé et j'ai quitté la pièce, incapable de croiser le regard de sa femme. On s'est séparés en 2 groupes pour rejoindre la planque de Hamilton dans l'Ohio. Moi, Pierpont, Clark et Maclay avons pris la terraplane. Hamilton, Shoes et Copeland ont pris la Chrysler. Je ne vais pas mentir, j'étais reconnaissant qu'ils soient venus me sortir de là, mais je n'arrivais pas à comprendre cette violence. Il y avait d'autres moyens. Alors dans la voiture, je me suis retourné vers Pierpont et Maclay. J'ai choisi mes mots avec soin. « Vous étiez vraiment obligés de faire ça ?» Ils n'ont rien répondu. Rien du tout. Quelques minutes après qu'on ait pris la route, le fils du shérif Don Sarber est rentré chez lui. Le gosse a monté les marches 4 à 4 et a vu la scène. Son père gisant ensanglanté, et il s'est précipité à l'étage pour appeler une ambulance depuis la chambre. Ensuite, il a alerté tout le monde. À l'hôpital mémorial de Lima, le verdict est tombé plus tard dans la soirée. Jess Sarber était mort. Ce n'étaient pas les balles qui l'avaient tué, mais les caillots au cerveau causés par les coups. Le médecin a parlé d'un passage à tabac excessif et inutile. Ce mot-là m'est resté en travers de la gorge. Inutile. Cette nuit-là, Lima s'est transformée en véritable zone de guerre.
Sirènes hurlantes, voitures de patrouille, milices de volontaires, membres de l'American Legion armés jusqu'aux dents. Ils ont fouillé la ville de fond en comble pour nous retrouver, mais on était déjà loin, bien loin. Le lendemain matin, les journaux criaient notre nom en lettres capitales. Évasion sanglante. Le gang Dillinger frappe encore. Shérif assassiné. Les titres claquaient comme des coups de feu. Et le public, beaucoup voyaient en nous des héros de l'Amérique en crise. Des hommes qui s'en prenaient aux banques, pas aux pauvres. Mais tuer un shérif, ça, même les plus indulgents ne pouvaient pas le cautionner. Don Sarber, 21 ans à peine, a été nommé shérif à la place de son père. Il a juré de venger sa mort. Je me souviens encore de sa photo dans le journal. Mâchoire serrée, regard fixe, costume trop grand pour ses épaules. Il n'avait pas encore la carrure d'un homme de loi, mais la rage dans les yeux, oui. Et comme si ça ne suffisait pas, le comté a mis une prime de 5 000 $ sur nos têtes. 5 000 $, en pleine dépression. Autant dire que n'importe quel type avec une arme et un peu de courage pouvait se réveiller chasseur de primes du jour au lendemain. Je savais que l'enfer venait de commencer. Quelques jours après notre évasion, j'ai appris que le capitaine Matt Leach commençait à devenir complètement parano. Apparemment, des gars se mettaient à braquer des banques à travers l'Indiana en se faisant passer pour moi. Des imitateurs, des imposteurs. Mais franchement, de quoi se plaignait-il? À chaque nouveau cas qu'on nous attribuait, qu'il soit vrai ou non, la législature de l'Indiana ouvrait un peu plus les vannes. Leach obtenait tout ce qu'il voulait. Voitures renforcées, mitraillettes, gilets pare-balles. Tout sauf les fameuses voitures radio. Même la police d'Indianapolis recevait du matos. Et une deuxième arme pour chaque agent, des voitures banalisées transformées en chars d'assaut roulants avec blindage et mitrailleuses. L'Indiana, c'était devenu une forteresse. On a même voté une loi autorisant chaque shérif à nommer qui il voulait comme adjoint, du moment qu'il voulait se battre contre ce qu'ils appelaient le gang de la terreur. Ça sonnait presque comme un nom de film. Mais malgré tout ce théâtre, les barrages routiers ne valaient pas un clou. On les passait sans problème, parfois en ralentissant juste assez pour saluer les flics au passage. 5 avions avaient été préparés pour nous repérer depuis les airs, mais ils ne pouvaient pas couvrir toutes les routes, et surtout, ils n'avaient aucune idée d'où on se trouvait. Du côté fédéral, c'était le calme plat. J. Edgar Hoover et ses agents ne pouvaient rien faire. Pas encore, ils n'avaient pas la juridiction. Alors Hoover a dû sortir un communiqué de presse histoire de sauver la face. Il disait que ce n'était pas leur domaine de compétence, sauf s'il y avait enlèvement ou transport de voitures volées entre États. En gros, il demandait au Congrès de voter des lois pour pouvoir enfin bouger. Mais Leach, lui, il avait un autre plan. Il se mettait à faire du profilage psychologique. Il croyait pouvoir nous casser de l'intérieur. Il avait même demandé aux journalistes de m'ériger comme chef du gang à la place de Pierpont. Il voulait titrer partout « Le gang Dillinger ». Et les journaux l'ont suivi, bien sûr. Il cherchait un nom, un visage. Et j'étais parfait pour ça. Leach pensait semer la zizanie entre nous. Il imaginait que Pete, qui était clairement le cerveau du groupe, allait mal le prendre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chez nous, il n'y avait pas de vraie hiérarchie. Pete avait peut-être une voix plus forte que les autres, c'est vrai. Mais personne ne dominait réellement. Et quand ces articles sont sortis en me nommant chef du gang, Pete, il n'en avait rien à faire. Moins la presse lui collait au basque, mieux il se portait. Moi, par contre, je vais pas mentir, j'adorais ça. Je découpais les articles. Je les lisais et les relisais. J'en envoyais même à la maison. Mon nom en gros titre, mon visage imprimé sur tout le Midwest, c'était grisant. J'étais en train de devenir une légende vivante. Et plus les gens m'idolâtraient, plus j'avais envie d'être à la hauteur de cette image. Leach voulait nous affaiblir, mais sans le vouloir, il venait de me donner une armure. Pire, il m'avait donné une mission. Et ça, c'était vraiment pas bon pour eux. Quelques jours après toute cette agitation, on a décidé de se poser un peu. Direction Chicago. S'installer à Chicago dans notre jargon, ça voulait dire louer un appartement avec sa copine, essayer de mener une vie normale, au moins en surface, rien de flashy, juste de quoi passer sous les radars.
Moi et Billy, on a emménagé dans l'appartement numéro 311 sur Parkside Avenue. C'était pas grand-chose, mais c'était tranquille. Harry Pierpont et Mary Kinder ont pris le 312, juste à côté. C'était presque domestique, comme une petite vie de voisinage. Sauf qu'on avait tous braqué des banques ou tué un flic quelques semaines plus tôt. Le reste du gang s'était éparpillé dans le North Side. Shows, lui, il n'avait pas de fille à lui. Et parfois, ouais, il tournait un peu autour de Billy. Je vous jure, je faisais des efforts pour rester cool. Mais il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir. Et Shoes, il s'en approchait un peu trop souvent à mon goût. Mais bon, on essayait tous de faire semblant d'avoir une vie calme, faire les courses, lire le journal, boire un café au coin de la rue, le tout avec les poches pleines d'argent volé et des mandats d'arrêt sur nos têtes. On vivait entre deux mondes. Et à Chicago, cette illusion de normalité, elle pouvait pas durer éternellement. 2 flics patrouillaient du côté de Rainbow Barbecue à Chicago quand ils tombent sur un type qui brandissait un revolver sur une prostituée dans sa bagnole. Le gars s'est fait appeler John Sutton. Mauvais nom, mauvais acteur. Ils l'ont embarqué au poste, pris ses empreintes et bingo, c'était Harry Copeland. Quand j'ai appris ça, j'ai eu un haut le cœur. C'était un abruti ou quoi? Il savait qu'on devait rester discret, faire profil bas. Et voilà qu'il se fait coincer pour avoir sorti un flingue sur une nana en pleine rue. Résultat, les journaux affichaient en énormes lettres « Un homme du gang Dillinger arrêté ». C'était foutu pour lui, et c'était dangereux pour nous. Maclay, lui, a eu une réaction glaciale. Il déclara sèchement que Copeland ne manquerait jamais à personne. Pas faux. Mais ce n'était pas une question de sentiment. Le problème, c'est que Copeland savait des choses. Trop de choses. C'est là que les choses ont vraiment changé. J'étais tranquillement installé à Chicago avec Billy à essayer de jouer un type ordinaire quand tout s'est emballé. La Chicago Crime Commission m'a officiellement désigné ennemi public numéro 1. Le 2e homme de l'histoire à recevoir ce titre après Al Capone. Rien que ça. À Washington, Hoover a fait encore mieux. Il m'a appelé le criminel en liberté numéro 1. C'était un avant-goût de ce qui allait devenir plus tard la fameuse liste des 10 fugitifs les plus recherchés. Ce qui me faisait rire jaune, c'est que techniquement, j'avais encore tué personne. Pas directement en tout cas. Mais avec ce qu'il s'était passé à Lima, ce que Pierpont et les autres avaient fait pour me sortir, j'étais devenu coupable par association. Et pour Hoover, c'était largement suffisant. Le capitaine Matt Leach, de son côté, ne lâchait pas l'affaire. Il a tout fait pour que ce soit ma tronche qui apparaisse en première page de tous les journaux. Il avait compris comment manipuler l'opinion. Et ça marchait. Le 16 décembre, la police de Chicago a mis en place quelque chose de complètement fou. Les squads Dillinger. 40 flics armés jusqu'aux dents. Rien que pour me coincer. Leur QG avait des mitraillettes, des fusils, des boucliers en acier, des grenades lacrymogènes. De quoi faire la guerre à une armée. La moitié de ce matériel n'était même pas utile, mais ça leur donnait l'impression d'être prêts. Les meilleurs tireurs, c'est l'équipe de nuit qui les avait. Leur chef, le sergent Frank Reynolds, était un vétéran, du genre à ne pas rater sa cible. Je savais que s'il me trouvait, il n'allait pas chercher à discuter. Alors avec Pierpont, on a levé le camp. Juste à temps. Quelques jours après notre départ, la police a perquisitionné nos appartements. Trop tard, messieurs. Il fallait changer d'air. L'ambiance à Chicago était devenue irrespirable. On s'est regardé, on a ri, et on a pris une décision qui aurait fait hurler Hoover de rage. On est parti en vacances. Le 20 décembre 1933, j'ai appris que Shoes s'était fait avoir comme un bleu. Le capitaine Matt Leach, encore lui, avait reçu un tuyau. Shoes et ses gars devaient se réunir à l'hôtel La France à Paris. Pas la capitale française, non. Paris, Illinois. Ils allaient, paraît-il, planifier un braquage. Leach a flairé le bon coup et s'est allié avec la police locale pour leur tendre un joli petit piège. À 10h20 du matin, Shoes débarque accompagné de Carl Miller et de Lorne Malls. Il roulait dans une terraplane, celle de Russell Clark. J'imagine que Russ n'était pas ravi d'apprendre ça. L'agent Eugène Teague leur bloque la route avec sa voiture de patrouille, garée en travers. Shoes, lui, tente la marche arrière pour se tirer. Mais une autre bagnole de flic vient lui rentrer dans le pare-choc. Il a eu ce moment de flottement. Vous savez, celui où tout ralentit, où on sent que tout va basculer.
Shoes s'est affaissé sur le volant, prêt à bondir. Mais c'était fini. Miller, lui, a eu plus de chance. Il s'est tiré dans la confusion et a filé entre les mailles. Mais pas Shoes. Pas ce jour-là. Il s'est rendu avec les 2 filles. Pas un coup de feu, pas de panique. Juste une fin de partie, propre et sans éclat. C'était pas son style pourtant. Mais bon, quand les cartes sont contre vous, mieux vaut ne pas faire de bruit. Notre gang se réduisait de semaine en semaine. C'était inévitable. Les têtes brûlées finissent toujours par se faire cueillir. Parmi les 10 gars qui s'étaient évadés de Michigan City, Walter Dietrich avait décidé de prendre une autre route. Il avait fait équipe avec ce frimeur de Handsome Jack Clutas. Ensemble, ils s'étaient fait appeler les College Kidnappers. Un nom idiot si vous voulez mon avis. Trop propre, trop chic pour ce qu'ils faisaient. Le 6 janvier 1934, je me souviens avoir lu que le capitaine Daniel Gilbert avait eu un tuyau. Un informateur lui aurait parlé de Clutas. Gilbert a fait débarquer 2 unités dans un bungalow à Bellwood, dans l'Illinois. Il cherchait Clutas. Et qu'est-ce qu'il trouve? Earl McMahon et un autre type qui se faisait appeler Paul Stroud. Mais quand ils ont vérifié ses empreintes, ils sont tombés de haut. Stroud, c'était en réalité Walter Dietrich. Et puis là, les choses ont pris un drôle de tournant. Dietrich, flairant la possibilité de s'en tirer avec un peu de clémence, a accepté de parler à la presse. Il a sorti une version toute préparée, soigneusement polie par les autorités de l'Indiana pour protéger leur gouverneur Paul McNutt. Dans sa déclaration, Walter racontait que les flingues utilisées pour l'évasion de Michigan City étaient passées en douce dans une boîte de fil à coudre. Sérieusement, des 38 dans une boîte à couture? Mais voilà, c'était pas une question de vérité, c'était une question d'image. Il voulait faire passer la prison pour un gruyère, histoire de dire que l'évasion était due à l'incompétence des gardiens, pas à un quelconque coup de pouce de l'intérieur. Tout partait en morceaux. La moitié de mes gars étaient déjà en tôle, et au fond de moi, je savais que j'étais le suivant. On peut sentir ce genre de choses, et j'avais raison. Quelques jours plus tard, on était tous réunis au close-in à Tucson. Moi, Billy, Pierpont, Mary Kinder, Russell Clark, Charlie Maclay. Une drôle de petite réunion de famille. On pensait avoir trouvé un coin tranquille pour souffler. Mais la tranquillité, c'est pour les fantômes, pas pour des types comme nous. Un dénommé James Heron a débarqué avec 10 flics, guidé par un habitant du coin qui avait cru reconnaître nos têtes. On n'avait pas nos gilets pare-balles, et avec les filles autour de nous, pas question de faire feu. On n'a même pas eu le temps de réfléchir. Alors, on a levé les mains. Pas d'échange de coups de feu, pas de course-poursuite épique, juste des mains en l'air et des regards échangés. Chez nous, ils ont trouvé de quoi faire une guerre. 7 000 $ en liquide, 2 mitraillettes Thompson, 500 cartouches, 2 radios à ondes courtes et 2 fusils Winchester 351 modifiés avec des crosses à 4 poignées et des silencieux Maxim. Ils nous ont tous embarqués au poste de police de Tucson. Et croyez-moi, à ce moment-là, j'ai su que les choses allaient mal tourner. Le lendemain, Billy et Marie ont été relâchés sous caution. 5 000 $ chacune. Elles étaient libres, au moins pour un temps. Moi, en revanche, je savais que mon tour approchait. Les flics de Tucson refusaient de me garder plus longtemps. Ils avaient trop peur que je m'échappe encore. Résultat, direction Chicago, pour un transfert en grande pompe vers Crown Point, Indiana. Le 30 janvier, à 18h10, on a atterri à l'aéroport municipal. En bas, c'était la guerre. 32 types de l'escouade anti-Dillinger m'attendaient armés jusqu'aux dents. Mitraillettes, fusils à pompe, gilets pare-balles. Ils avaient même des casques, comme si j'allais bondir de l'avion à main nue. Puis, ça a été le convoi. 13 voitures, une douzaine de motards, des sirènes partout. Et à chaque patelin traversé, des renforts s'ajoutaient. Quand on a franchi la frontière de l'Indiana, on était escorté par plus de 150 flics. Tout ça pour un gars qui officiellement n'avait tué personne. À 19h35, on est arrivé à Crown Point, dans l'Indiana. En voyant la prison, j'ai presque souri. Un vieux bâtiment en briques dans une ville de 4000 âmes. Ça me rappelait Lima. Et Lima, je m'en étais évadé sans trop de mal. Le shérif était une femme, Lillian Hawley.
La quarantaine, tirée à 4 épingles, lavalière blanche en angora. Pas d'uniforme, non, elle tenait à l'élégance. Les journalistes, eux, trépignaient. Ils voulaient leur moment. Hollet leur a balancé un nom, net et sans bavure. Mais Estill, le procureur, a senti le coup à jouer. Ambitieux, le gars. Il visait le poste de gouverneur. Il m'a sorti de ma cellule comme une bête de foire. On m'a enlevé les menottes et me voilà au centre d'un véritable cirque. Flash, caméra, journaliste. Il m'a passé le bras autour de la taille comme si on était de vieux copains. Alors j'ai joué le jeu. Un sourire, le coude posé sur son épaule, l'air détendu. Certains ont dit que mon geste, main en forme de pistolet, c'était un message. Tuer Estill. Pas besoin, mon sourire suffisait à flinguer sa carrière. Moi, j'assurais le spectacle. Ni fermé, ni hostile, juste charmeur. Je savais que ça les rendait fous, un type comme moi qui transformait leur machine judiciaire en numéro de cabaret. Et là, mine de rien, j'ai glissé une info sur Hamilton, que c'était fini pour lui, qu'il était mort à East Chicago. Un petit mensonge utile. Fallait qu'il puisse se faire oublier, préparer quelque chose. Après une demi-heure de spectacle, ils m'ont ramené en cellule. Mais je savais déjà que cette prison n'était qu'une étape. Une pause, pas une fin. Quelques jours plus tard, des rumeurs ont commencé à circuler et elles m'ont filé la nausée. Ils comptaient me transférer à la prison d'État de l'Indiana, une vraie forteresse. Fini la brique rouge paisible de Crown Point, place aux murs infranchissables et aux matons sous tension. Je savais que si je voulais garder une chance de m'évader, il fallait que je reste ici, à Crown Point. Et pour ça, j'avais besoin d'un avocat. Un bon. Pas un de ces types qui croient encore à la justice. Non, un requin. Du genre à mettre la pression là où ça fait mal. Un nom revenait souvent. Louis-Philippe Pickett, un as du barreau, bien connu dans certains cercles, disons, discret. Quant à les relations que j'ai, tu finis vite par savoir qui sert à quelque chose et qui fait semblant. Pickett, lui, savait jouer. Quand il a appris que je voulais lui confier ma défense, il s'est senti flatté, comme si c'était un privilège de défendre l'ennemi public numéro 1. Il m'a annoncé son prix, 3000 $. Pas donné, mais je savais que ça les valait. Rester à Crown Point, c'était vital, parce que dans ma tête, le plan prenait déjà forme. Par contre, les choses tournaient mal pour Pierpont, Clark et Maclay. Eux, ils avaient déjà été expédiés dans ce trou à rats en Indiana. Trop tard pour eux. Lundi 5 février. Dès que j'ai mis un pied dans cette petite salle d'audience de Crown Point, j'ai compris que ce ne serait pas une audience comme les autres. Des journalistes, des photographes, des badauds. Tout ce monde-là ne venait pas pour la justice. Ils venaient pour le spectacle. Pour moi. À l'entrée, ils avaient fouillé tout le monde. Même les journalistes. Une rumeur courait. Que Hamilton était dans les parages, avec une escouade de voitures prêts à me sortir de là à coups de fusil. Je savais que c'était faux. Et je n'allais pas corriger qui que ce soit. Madame Hollet, la shérif, n'a pas pris de risque. Elle a fait poster 6 types de la garde nationale dans la prison et aligné 50 flics le long des murs de la salle d'audience. Et moi, on m'a fait entrer, escorté par 4 gorilles armés jusqu'aux dents. Pickett, mon avocat, a sauté sur l'occasion. Il a dénoncé les chaînes, dit que ça ressemblait plus à un donjon tsariste qu'à un tribunal américain. Il a demandé qu'on me libère de mes entraves, puis il a exigé un délai. 30 jours pour préparer ma défense. Et il voulait repousser l'audience à mars. Le juge Murray, bien trop soucieux de son image pour passer pour un tyran, a cédé à moitié. Parfait. Ça me laissait tout juste assez de temps pour préparer ce que j'avais en tête. Je m'étais donné quelques jours pour réfléchir, pour voir si une porte s'ouvrait. Rien. Alors le 17 février, j'ai demandé à Pickett de graisser une patte, n'importe laquelle, pour me faire entrer un flingue, un vrai. Mais le vieux n'a rien pu obtenir. Apparemment, personne ne voulait perdre sa retraite juste pour moi. C'est là qu'O'Leary, son assistant, a eu une idée. Une arme factice, en bois, introduite discrètement. Si je me faisais choper, je n'aurais qu'à dire que je l'avais sculptée moi-même dans ma cellule. Pas de preuves, pas de complice. Juste moi et un bout de bois. J'ai hésité. Dieu sait que j'ai hésité. Mais je n'avais plus d'option. Alors j'ai dit oui.
Pendant ce temps, à Washington, Hoover ne savait plus quoi faire de ses 10 doigts. Le massacre de Kansas City était toujours impuni, ses projets de loi anticriminalité s'enfonçaient dans la vase du Congrès et les flics locaux se pavanaient après avoir coffré les grands noms. Le message à Capitol Hill, pas besoin du bureau, tout est sous contrôle, merci, au revoir. Ce pauvre Hoover avait besoin de moi dehors. Un bon vieux voleur de banque inter-État qui ridiculiserait les shérifs, traverserait les frontières et foutrait la honte à tout ce petit monde. Et devinez quoi? Il allait être exaucé. Le 3 mars 1934, à 9h15 du matin, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai sorti mon jouet en bois et je l'ai braqué sur Blunk, le gardien. Il a levé les mains, ça suffisait. Ce qu'il voyait, c'était une arme, pas du bois, pas du théâtre. Youngblood, un autre prisonnier, m'a aidé à le neutraliser, puis on a attiré 3 autres gardes dans le piège. Un à un, ils sont tombés. Même le surveillant, tous à terre. Tous sans comprendre ce qui leur arrivait. Mais moi, je voulais des vraies armes. Direction le bureau extérieur. Un soldat de la garde nationale m'a regardé 2 secondes de trop. 2 secondes de trop pour lui, pas pour moi. Une mitraillette, puis une deuxième. Maintenant, on parlait la même langue. Puis je me suis faufilé par une allée que personne ne surveillait. Faut croire que la sécurité à Crown Point, c'était surtout pour la photo. Et là, dans le garage, je n'ai pas pu résister. J'ai pris la voiture de Lillian Holley, la shérif elle-même. Ironique, non? Avec Blunk et un mécano toujours otage, j'ai mis les gaz, pieds au plancher. Avant de les relâcher, je leur ai filé ce que j'avais, 4 $. Je filais vers Chicago, l'odeur de la liberté plein les narines. J'étais fier, trop fier peut-être, parce que dans l'excitation, j'avais oublié un détail. En volant une voiture et en franchissant la frontière de l'Indiana, j'avais déclenché la seule juridiction que j'aurais dû éviter. Et à cet instant précis, je n'étais plus le problème des shérifs. Je devenais l'affaire du FBI. Et pour Hoover, c'était Noël avant l'heure. Ils étaient plus de 5000 à me chercher. Flics, agents fédéraux, shérifs, bénévoles en uniforme ou en salopette. Une armée pour un seul homme. Moi. Pas mal, non? Chicago était devenu le centre de tout ça. Une ville pourrie jusqu'à l'os où les mafieux d'hier jouent aux hommes d'affaires respectables. Mais moi je n'étais pas de leur monde. Pas de compromission, pas de deal en coulisses. Juste moi, mon flingue et la route. Je braquais à visage découvert, j'échappais à leur prison et je faisais la une, pas les petites lignes. Mais ce n'était plus un jeu. À l'autre bout du fil, quelqu'un serrait les dents. Melvin Purvis. Pas un cow-boy, pas un bagarreur. Un bureaucrate au cœur de la tornade. Un type qui faisait son boulot avec la froideur d'un chirurgien. C'est avec lui que je finirais. Je le savais. On était déjà en train de se rapprocher l'un de l'autre, comme 2 balles lancées sur la même trajectoire. J'avais le pressentiment que la prochaine fois qu'on se croiserait, ce serait la dernière. Une fois que le FBI s'implique réellement dans cette affaire, il écarte complètement la police d'État. Il les traite comme s'ils venaient juste de tomber d'un camion de citrouille. C'est un coup dur pour Leach. Ils le mettent à l'écart, ne lui parlent plus, ne partagent aucune information avec lui. Ils l'excluent totalement. Les choses devenaient de plus en plus tendues. Avec le FBI à mes trousses, la cavale était devenue un sport dangereux. Je retrouvais Billy, mais ma vieille bande n'était plus qu'un souvenir. C'est là que je fis la connaissance de Lester Gillis, un type au sang chaud qu'on appelait Babyface Nelson, un tueur avec un tempérament de feu, un allié de taille dans ce monde de flics et de fuites. Le printemps 1934 arriva, et avec lui, des braquages dans le Dakota du Sud et l'Iowa. Et c'est là que j'ai fait quelque chose que personne n'attendait. Je me suis dit, et si je foutais tout en l'air et rentrais à la maison? Un peu de normalité, un semblant de famille avant que tout cela ne s'effondre. J'avais une idée en tête, présenter Billy à ma famille. Le FBI nous poursuivait mais je m'en fichais. J'avais fait un petit détour, juste pour montrer à Billy la fermette où j'avais grandi. Discuter du mariage à venir, et pour voir la famille avant de partir, soi-disant à l'étranger bien sûr. J'avais apporté un souvenir, le fameux pistolet en bois, un petit bout de moi pour les laisser derrière, juste au cas où. Le dîner était simple, poulet rôti
et tarte maison. C'était presque normal. On a parlé, on a rigolé, et pour un instant, j'ai oublié que je vivais en fuite. Et bon Dieu que ça m'a fait du bien. Mais je savais qu'au fond, les agents fédéraux étaient tout autour de nous, cachés dans les bois, à guetter la moindre erreur. Il fallait que je parte. On roulait vers Chicago. Billy à mes côtés comme toujours. Elle ne disait pas grand-chose, mais je sentais que son cœur battait aussi fort que le mien. On savait tous les deux que le temps nous était compté. J'aurais voulu prolonger cette route indéfiniment, mais il fallait la déposer en ville. Moins elle traînait avec moi, mieux c'était pour elle. Je l'ai laissée sur le trottoir, une poignée de secondes à peine, et là, c'est arrivé. Les fédéraux ont fondu sur elle comme des vautours. Je suis resté figé dans la voiture avec Pat Charrington. On regardait la scène, impuissant. Je voulais sortir, je voulais courir, tirer, hurler, faire n'importe quoi pour la reprendre. Elle se débattait, mais c'était fini. Il l'avait. Je me suis tourné vers Pat, les mains crispées sur le volant. Je voulais retourner en arrière. J'étais prêt à mourir là, sur place, rien que pour la libérer. Pat me regarda droit dans les yeux et me déclara que ce serait du suicide, que je ne la récupérerais jamais et que je finirais tué. Elle avait raison, je le savais. Mais cela n'atténuait en rien la douleur. On a repris la route, je ne voyais plus rien. Tout était flou, et là, j'ai craqué. Je me suis mis à pleurer comme un foutu gamin. J'étais censé être l'homme le plus recherché d'Amérique. Un bandit, un dur à cuire. Mais ce jour-là, j'étais juste un homme qui venait de perdre la seule personne qu'il aimait vraiment. Billy, elle a pris 2 ans pour m'avoir aimé, pour m'avoir caché. Elle a payé le prix fort. Et moi, j'ai dû continuer sans elle. Je ne l'ai plus jamais revue. Le 22 avril, on était planqués dans une auberge paumée au nord du Wisconsin, un endroit appelé Little Bohemia. Le genre de bicoque en bois où on croit pouvoir respirer un peu. Mais Purvis et ses hommes étaient déjà sur nos traces. Les chiens se sont mis à aboyer. Mauvais signe. Puis des types sont sortis de l'auberge. Pas nous. 3 pauvres gars qui n'avaient rien à voir avec notre affaire. Et les fédéraux, sans réfléchir, ont ouvert le feu. L'un d'eux est mort, les 2 autres ont été blessés. C'était une boucherie. Et pas une balle pour moi ou mes gars. On était à l'étage, planqués. On a sauté du toit et filé vers le lac. On a marché toute la nuit jusqu'à une ferme. Je pensais qu'on était mort, et pourtant on était encore là. Babyface, lui, a ouvert le feu et tué un agent pour s'enfuir. Ça a foutu un sacré coup à l'image de Hoover. Mais il a su retourner ça à son avantage. Dès le lendemain, Roosevelt passait ses lois anti-criminalité, et le FBI est né pour de bon, avec tous les pouvoirs qu'il voulait. Et moi, je suis retourné à Chicago. Billy n'était plus là. Le gang n'était plus le même. J'étais fatigué, brûlé. Alors j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai vu un chirurgien, il m'a charcuté le visage, le menton, le nez, même cette fichue tache entre mes yeux. Je voulais disparaître. Plus de photos, plus de flash, juste du silence. Mais disparaître coûte cher, trop cher. J'avais besoin de fric, et vite. Tout se payait au prix fort. La nourriture, l'abri, la police. Surtout la police. Il fallait les arroser sans arrêt. Alors on a braqué une banque. La Merchants National, à South Bend. Quand je suis entré, j'ai crié. Mais personne n'a bougé, comme si j'étais invisible. Alors j'ai levé ma Thompson et j'ai tiré en l'air. Le plâtre a volé. Les gens se sont jetés à terre. C'était le chaos. Mais on n'était plus aussi bon qu'avant. On était fatigués, usés. Et les flics sont arrivés beaucoup trop vite. Dans la rue, ça a dégénéré. Un flic a été tué, 4 civils ont été touchés. On a réussi à s'échapper. Mais je savais que c'était fini. C'était mon dernier braquage. On n'avait plus d'échappatoire. Et quelque part, je crois qu'on n'en voulait plus. Le jour de mes 31 ans, j'ai reçu un drôle de cadeau. J'étais désormais l'ennemi public numéro 1 des États-Unis par le FBI. Ils avaient mis ma tête à prix, mobilisé tout ce qu'ils avaient. Pour moi, un gosse de Mooresville. Mais ce soir-là, j'étais pas seul. J'avais une fille avec moi, Polly Hamilton,
jolie, tendre, pas comme Billy, mais elle m'aidait à oublier. On logeait chez sa patronne, Anna Sage, une roumaine rusée comme un renard. Et moi, abruti par la chaleur et les mois de cavale, je croyais que j'étais à l'abri. Erreur de débutant. Ce que je ne savais pas, c'est qu'Anna jouait double jeu. Elle était menacée d'expulsion, alors elle est allée voir les fédéraux. Le 19 juillet, Anna a rencontré Purvis dans une voiture du bureau. Il lui a juré qu'il ferait de son mieux pour qu'elle reste aux États-Unis, sans pouvoir rien garantir. Le 22 juillet, il faisait une chaleur étouffante dans cet appartement. Anna a proposé d'aller au cinéma. On a dit oui, Polly et moi. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en descendant soi-disant à la charcuterie acheter de la graisse, elle appelait Purvis. Elle lui a dit « Ce soir, Biograph Theater ». Il m'attendait dehors, la rue grouillée de flics et d'agents. Mais il ne savait pas si c'était bien moi. Je m'étais fait refaire le visage, j'avais teint mes cheveux. J'étais un fantôme. Il disait qu'Anna porterait une robe rouge. Ce n'était pas vrai, c'était orange. Mais bon, le rouge, ça fait une meilleure légende. À la sortie du film, je me sentais bien. J'avais même ri à certaines scènes. Et là, je l'ai vu. Purvis. Un petit type, à moins d'1 mètre. Élégant, raide comme un fusil. Il m'a regardé dans les yeux. J'ai soutenu son regard sans broncher. Peut-être que je l'ai reconnu. Peut-être pas. Puis, j'ai entendu sa voix. « Les mains en l'air, Johnny. Tu es cerné. » J'ai couru, pas pour me battre. Juste pour me sauver. Encore une fois. Une dernière. Mais les balles sont parties. 2, peut-être 3. Je les ai sentis me traverser comme si le temps s'était figé. Et puis tout s'est écroulé. Le sol s'est approché trop vite. Mon cœur a ralenti. Et dans mes dernières secondes, je n'ai pas pensé au braquage, aux voitures, aux armes. J'ai pensé à Billy, à la ferme, au poulet rôti, aux tartes, à ma mère. Et puis, plus rien. Je ne sais plus exactement quelle heure il était cette nuit-là. L'air était lourd, étouffant. À cause de la chaleur, Emmett, les enfants et moi avions décidé de dormir sur la pelouse, juste devant la maison à Maywood. Il était tard, une de ces nuits suspendues, où le monde semble retenir son souffle. Puis les phares d'une voiture ont troué l'obscurité. Et 2 hommes en sont sortis, des agents du FBI. Avant même qu'ils ne parlent, j'ai su. Mon cœur s'est arrêté. Et quand ils ont dit que Johnny était mort, abattu à Chicago, j'ai senti le sol se dérouler sous moi. Je me suis effondrée. Pas juste pleurer, sangloter. Il était comme un fils pour moi. Je l'avais presque élevé. Je l'avais tant protégé quand il était petit, après la mort de notre mère. Je n'arrivais pas à croire qu'il était vraiment parti. Emmett et moi avons pris la route vers la ferme de Mooresville. Le trajet m'a semblé interminable. Chaque kilomètre creusait un peu plus le vide en moi. Et puis en arrivant, j'ai vu mon père. Figé, le visage blême, écrasé par le chagrin. Il m'a regardé et je me suis jetée dans ses bras. Aucun mot n'aurait pu soulager ce que nous venions de perdre. Je pleurais si fort que Doris et Frances se sont réveillées. Elles étaient encore des enfants. Elles n'avaient rien demandé à tout ça. Et il a fallu leur dire. Il a fallu leur apprendre que leur grand frère n'existait plus. Je sais pas ce qui a été le plus douloureux. Le prononcer à voix haute. Ou voir la vérité se peindre sur leur visage. Le mercredi matin, 25 juillet 1934.
bien trop tôt. Bien trop vite. On avait avancé la cérémonie d'un jour. Je ne sais pas pourquoi. Pour éviter la foule, peut-être. Ou fuir ces frénésies étranges que la mort de Johnny avait déclenchées. Mais même ainsi, ils étaient déjà là. Des inconnus au visage fermé, massés derrière les grilles du cimetière Crown Hill. Ils attendaient un spectacle. Comme si Johnny n'était plus un fils, un frère, un homme, mais une légende morte. Le cortège comptait une vingtaine de voitures. Je me souviens du silence qu'il laissait derrière lui. Comme si même les oiseaux s'étaient tus. Le ciel était bas, menaçant. On savait qu'il allait pleuvoir. Une tente avait été dressée au-dessus de la parcelle 94, section 44. Sa dernière demeure. Je n'ai pas vraiment entendu ce que le révérend Fillmore a dit. Il avait baptisé Johnny autrefois, quand il n'était qu'un bébé dans les bras de notre mère. C'était une autre époque. Une autre vie. Un temps où tout semblait encore possible. Puis le tonnerre a grondé, brutal. La pluie s'est mise à tomber, froide et violente. Les gens se sont précipités vers leur voiture en emportant avec eux ce moment sacré. Cette tentative d'adieu que la nature elle-même semblait refuser. Il ne restait que nous. Les vrais. 10 minutes plus tard, le calme est revenu. Nous avons marché à nouveau vers la tombe. Mon père était là, immobile, droit, pétrifié de douleur. Il ne disait rien, il ne pleurait pas. Mais moi je n'en pouvais plus. Doris et Frances pleuraient à mes côtés. Trop jeunes pour enterrer leur héros, leur frère, leur géant. Mon cœur se brisait à chaque pelletée de terre. À 15h15, on l'a descendu dans le sol, juste à côté de notre mère, comme papa l'avait promis. Là où, peut-être il aurait toujours dû être. Pas dans les journaux, pas dans les banques, pas dans une ruelle criblée de balles. J'aurais voulu lui tenir la main une dernière fois. Lui dire qu'il était toujours ce petit garçon aux genoux écorchés. Pas l'image que le monde avait façonnée de lui. Mais il pleuvait. Il faisait froid. Et c'était fini. Après sa mort, le monde n'a pas ralenti. Il a continué à tourner, implacable. Mais autour de moi, les visages tombaient un à un, comme des dominos, depuis le jour où Johnny avait choisi de fuir. Henry Pierpont, qui avait été comme un frère pour lui, a été exécuté 3 mois plus tard. Charles Maclay, lui, n'a même pas atteint la chaise électrique. Il a été abattu en tentant de fuir. Babyface Nelson a emporté avec lui 2 agents, Cowley et Hollis. Ceux-là même qui avaient surveillé Johnny au biographe. Encore une fusillade, encore du sang sur l'asphalte. Robert Estill, ce politicien souriant qui avait posé fièrement aux côtés de Johnny, disparu dans l'oubli. Mort seul en 1961, sans que personne ne s'en soucie. Son ambition enterrée avec lui. Ed Singleton, pauvre âme perdue, s'est endormi ivre sur des rails. On l'a retrouvé broyé. J'ai pleuré pour lui aussi. Tous ces hommes, ces silhouettes de l'histoire de Johnny s'éteignaient les unes après les autres. Et Anne Sage, la fameuse femme rouge, elle a eu 5 000 $ pour sa trahison. Mais Purvis ne l'a pas sauvée. Elle a été expulsée en Roumanie et est morte là-bas en 1947. Je n'ai jamais su si je devais la haïr ou la plaindre. Et enfin Melvin Purvis, le héros du biographe partout en couverture. Après la mort de Johnny, il a quitté le FBI. On dit qu'il vendait des céréales aux enfants. Peut-être que c'était ça sa punition. En 1960, il s'est tiré une balle lui aussi. Un par un, ils sont tous partis. Et moi, je suis restée. Avec les souvenirs. Avec le poids de ce nom. Et avec le silence qu'il a laissé derrière lui. Sotto l'ombra della luna soffia il vento. Et voilà qui clôt cette deuxième et dernière partie de notre série sur John Dillinger. Un immense merci pour votre patience tout au long de ces 2 épisodes et pour le soutien que vous m'avez témoigné.
Grâce à vous, j'ai pu mener à bien cette enquête et partager avec vous les coulisses de l'histoire. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter vos impressions et à partager la vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos futures explorations. À très bientôt pour de nouvelles aventures historiques.